مساء الخير. نحن معكم مباشرة من معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيال. اليوم أيضا مفعم بالنشاطات الثقافية والأدبية. ما ننسى أنه أيضا اليوم أعضاء الأكاديمية غونكور موجودين بمعرض الكتاب الفرنكوفوني، منهم عم بيوقعوا كتبهم ومنهم كمان عم بيشاركوا بدواوين أدبية وثقافية. ومن كم دقيقة برنار بيفو أعلن وأطلق لديكتي اللي رح تكون نهار الأحد ب4 تشرين الثاني، واللي رح يكون لي الشرف اني انا اعلن الرابح واعطي الجائزه. وكتار عم بيشاركوا بمسابقه لوتور دي جور، بشكرهم من كل قلبي. واكيد كتار عم بيجاوبوا صحيح، ولكن عم ننجبر انه نعمل تيراج أسار. واليوم مثل ما اطلقت لوتور دي جور بكتاب، رح ارجع اعطيكم المعلومات الثلاثه. هو كاتب فرانكوفوني ولكن ليس من أصل فرنسي، عضو بالأكاديمية غونكور وتوقيعه اليوم. Donc je donnerai les 3 indices du concours l'auteur du jour. C'est un auteur francophone mais pas d'origine française, et il est membre de l'Académie Goncourt et il signe son livre aujourd'hui. وقبل ما اكيد رحب بضيفي باستوديو الام تي في مباشره من بيال، بحب انتقل لزميلتي إلسا. مساء الخير كارين. مثل ما قلت اليوم مهم جدا كمان مثل امبارح، لانه اعضاء اكاديميه غونكور بعدهم هون ببيروت، ملتقى فيهم بالكولوار تبع الصالون. وكان يعني من بضع ساعات على الساعه 1 اعلن عن الفايز، الكتاب الفايز بالجائزه الجديده يلي ابتكرت هالسنه، يلي اسمها لا ليست غونكور لو شوا دو لوريان، او لائحه غونكور خيار الشرق. رح يكون عندنا اكيد تفاصيل كل هالجائزه بعد كم دقيقة مع ضيوفي هون الموجودين. بس مهم جدا انه نعلن مين الكتاب اللي فاز بهيدي الجائزة. هو كتاب ماتياس إنار لا رو دي فولور. رح نشوف ليه وكيف صار يعني كيف صار الخيار مع الاعضاء الموجودين معنا هون اليوم. اكيد مهم جدا نعرف انه هيدي الجائزة هي جائزة كتير مهمة للبنان، لانه اول مرة بيصير هيك شيء عنا. وقبل ما نفوت بالتفاصيل كلها بحب شير انه لا كيستيون دو كويز اليوم كمان رح تكون عن الغونكور، لانه بما انهم بعدهم معنا 6 من 10 اعضاء اللجنه موجودين معنا اليوم. ومهم جدا انه تجاوبوا على السؤال، تتجهوا لعنا هون على الام تي في مباشره. والسؤال هو combien de membres compte l'académie Goncourt؟ combien de membres compte l'académie Goncourt؟ لكن نلتقى باخر الحلقه تنجاوب على السؤال مباشره. كارين لك الهواء. مشاهدينا الكرام، بحب رحب باستديوهات الام تي في مباشرة من بيال بالصحافي والريبورتر والكاتب الفرنسي Alain Ménard. Vous êtes le bienvenu. Merci. Je vois que vous êtes très actif au salon du livre. On vous a juste retiré 5 minutes de votre conférence pour parler du livre, du tome 2 des secrets de la guerre du Liban que vous signez durant le salon. Demain, samedi. Demain. Vous êtes donc un grand reporter et correspondant de guerre, spécialiste du monde arabe. Vous avez vécu longtemps, plus de 15 ans au Liban et au Caire, et donc vous avez été directeur de l'information et des antennes de RFI et vice-président de RMC Moyen-Orient. Vous avez publié en 2004 le premier tome du secret de la guerre du Liban, et aujourd'hui c'est le tome 2 qui se vend comme des petits pains. Merci. C'est vrai, et en plus on a eu la chance de bien parler de ça dans mon autre émission littéraire, mais aujourd'hui je vous demande pourquoi vous avez voulu compléter les secrets de la guerre du Liban. Tout simplement, dans le premier tome, je ne parlais que de la période de 1980 jusqu'à 1982, la mort de Bachir Gemayel et les massacres de Sabra et Shatila. Et là, j'ai pensé qu'il fallait absolument aller jusqu'en 84, c'est-à-dire le jour où le président Amin Gemayel décide d'aller en Syrie et de laisser tomber l'option israélienne. Donc il a pris la tournure opposée de son frère Bachir. C'est ça. Il avait promis aux Israéliens qu'il resterait dans la ligne politique de son frère, et puis il a changé d'avis. Ouais. Et donc c'est un récit très détaillé et très documenté.
et autour donc de la guerre du Liban, surtout de septembre 1982 jusqu'à février 1984. D'où avez-vous eu toutes ces informations? Quelles sont vos sources et vos archives? J'étais caché sous la table. Partout? Partout. Non, ça m'a demandé beaucoup de recherche. J'ai vu plus de 350 personnes. J'ai été dans plus de 17 pays pour trouver des acteurs et des personnes qui avaient fait la guerre. Mais comme tout bon journaliste, je ne donnerai pas mes sources, je suis désolé. Bien sûr, mais vous avez vécu cette guerre aussi. Ah oui, j'étais présent. Oui, vous étiez présent peut-être là où il faut et quand il le fallait. C'est-à-dire que j'ai mes carnets de notes de l'époque qui m'ont beaucoup servi, bien sûr, mais c'est aussi de la documentation que j'ai récupérée, des photos qui m'ont permis de faire des descriptions, et puis surtout les personnes qui ont fait la guerre, qui ont parlé, que ce soit les chefs ou les soldats, et que ce soit les services de renseignement ou les hommes politiques. Vous dites que vous avez pu écrire ces informations et avoir la conscience tranquille, si on peut dire, parce que c'est de la documentation, parce que vous aviez 3 témoins pour chaque événement. C'est-à-dire que quand je parle d'un événement, une réunion par exemple, la réunion c'est toujours au minimum à 4, mais en général c'est plus. Pour être sûr de ne pas me tromper, il faut que j'ai 3 des membres de cette réunion qui me donnent leur vision de la réunion, leur vision de ce qu'elles ont dit, et surtout le descriptif. Quand on rencontre quelqu'un et on dit « Ah ben mais en 83, à la réunion du 12 septembre, vous étiez habillé comment ?» Il se replonge à cette réunion, donc après on peut parler de ce qu'il a dit plus facilement. J'ai compris. Et donc, quels sont les secrets les plus importants de la guerre du Liban que devrait connaître chaque Libanais d'abord? Je crois que le secret le plus important pour les Libanais, c'est d'essayer de comprendre leur guerre, pour ne pas la recommencer. Je crois que le Libanais ne s'intéresse pas forcément à ce qui s'est passé. Combien de jeunes Libanais ignorent ils connaissent les grandes lignes de la guerre parce que malheureusement, dans chaque famille, il y a eu des conséquences humaines importantes. Mais sur ce qui s'est passé au quotidien, ils ne le savent pas. Or, si on veut construire l'avenir, il faut savoir ce qu'a été le passé pour pouvoir faire le présent et l'avenir après. Exactement. Aussi, vous disiez un jour que vous ne trouvez pas qu'il y a d'hommes politiques au Liban. C'est-à-dire, je sais que vous le preniez peut-être comme ça, comme anecdote, mais derrière chaque commentaire, il y a quelque chose de vrai. Mais la question qui m'avait été posée par vous, je crois, c'était qu'est-ce que vous pensez des hommes politiques libanais? Je vous avais dit, mais il y a des hommes politiques libanais. Bon, c'est un peu provocateur de ma part, c'est sûr, mais quand je suis arrivé en 82, les hommes qui dirigeaient le Liban étaient presque les mêmes qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup changé, ils ont vieilli, ils ont les cheveux blancs, moi aussi d'ailleurs. Mais il n'y a pas un renouvellement, il n'y a pas les jeunes qui viennent prendre la place des... C'est peut-être un peu regrettable qu'il n'y ait pas de sang nouveau. En France, il y a une alternance. Au Liban, il ne semble pas rien avoir. C'est dommage. Vous qui avez vécu cette guerre et vous l'aviez comprise avant les autres, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui alors qu'il y a eu un attentat il n'y a pas longtemps? Vous savez, je n'ai pas compris avant les autres. N'étant pas directement concerné, je ne raisonne pas avec l'émotion. Vous n'analysez pas, les Libanais, il suffit de voir ce qui s'est passé après l'assassinat de Wissam el-Assad. C'est une boule d'émotion. On descend dans la rue, on veut tout casser. La colère. Mais quand cette émotion est finie, qu'est-ce qui reste? Malheureusement, quand il y a eu trop d'émotions, il ne reste rien derrière. Il faudrait qu'il y ait plus de réflexion, de manière à ce que ça n'arrive plus. Et vous croyez qu'on va vivre toujours cette instabilité à cause de notre géopolitique? Les Libanais, c'est une des caractéristiques, l'émotion, la passion dans le peuple libanais, c'est une de ses caractéristiques. Est-ce qu'il faut qu'il lutte contre ou pas? C'est pas à moi à répondre. Bien sûr. En tout cas, j'invite tous les téléspectateurs à lire le tome 1 et le tome 2 des Secrets de la guerre du Liban. Et ils peuvent venir samedi à la signature. À la signature. À quelle heure?
C'est je à crois partir de 20h et puis il y a une conférence. Exactement, et en tout cas c'est sur traduit aussi en arabe. كتب مترجمة إلى اللغة العربية. ضروري كل لبناني يكون عم بيقرا هالكتاب تيفهم أكثر حرب لبنان. Alain Ménard, je vous remercie. Je vous remercie et à bientôt infiniment. au Liban. Merci, au revoir. مشاهدينا الكرام ننتقل لإلسا. Nous passons maintenant à l'événement du jour, donc la proclamation du prix liste de l'Orient, Soie de l'Orient, liste de Goncourt. J'ai à côté de moi la présidente du jury, Hiam Yared. Bonsoir. Bonsoir. Hiam, bon, c'est excellent, hein, un prix comme ça au Liban, c'était vraiment comme une utopie il y a quelques mois, c'est devenu une réalité, le prix a été décerné. Qu'est-ce que ça vous fait? Absolument, moi je trouve que c'est essentiel et fondamental qu'il y ait des agents culturels qui se battent pour que ce genre de projet puisse exister, surtout par les temps qui courent, surtout par dans cette région du monde qui est exposée à des changements permanents politiques et dans des désastres humains. Il est essentiel que la culture ne soit pas reléguée au énième plan parce qu'on a des questions plus urgentes à régler. La culture est essentielle et nécessaire si on veut essayer d'avancer vers des sociétés modernes vers lesquelles finalement les printemps arabes sont en train de tendre. Hiam, quelque chose d'important à expliquer aux téléspectateurs, comment a été fait ce concours en 2 mots rapidement, parce qu'on a à côté de nous tous les étudiants qui ont pris part au jury, mais d'abord expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Absolument. Alors je crois que cette idée est née essentiellement, vraiment pour l'anecdote, on va faire vite, autour d'un verre de vodka entre la directrice de l'Institut français, la directrice du Salon du livre francophone, Martine Gillet, et Iskandar Habash, qui est auteur, journaliste et traducteur libanais. Ils étaient saouls, c'est peut-être pour ça qu'ils ont proposé une idée aussi géniale. Je ne sais pas, vive l'ivresse. Et après est arrivé le côté pratique. Ils se sont dit, bon, on était ivres, on s'est réveillés, on va essayer de mettre ce rêve en application. Tahar Benjeloun était là. Tahar Benjeloun du coup a été un peu ambassadeur. Il est retourné en France, a proposé le projet, et par la suite aussi, je crois que Régis Debray aussi a été un fervent militant pour que ce projet puisse avoir. On m'a dit également qu'Iskandar Habash avait également un grand rôle à jouer dedans. Je l'ai dit au début, voilà. Et donc finalement, grâce aussi à l'élan et à la passion des jurés Goncourt, qui se sont tous emballés pour ce projet, qui est quand même aussi été inspiré d'un autre projet similaire qui est le choix polonais en Pologne, qui a aussi été lors de sa première édition soutenu par le jury Goncourt. Ils ont fait pareil au Liban, ils sont venus plus nombreux encore qu'ils ne l'ont fait pour le choix polonais. Je pense que c'était important pour eux aussi de marquer d'une pierre cet événement au nom de l'amitié qu'il y a entre la France et le Liban, mais aussi comme soutien à l'importance de la culture dans des régions du monde finalement où nous n'avons pas la possibilité pour des raisons politiques, voilà, parfois on manque d'élan, on est déprimé à cause de la situation, et tout à coup un projet pareil nous redonne espoir. Et d'ailleurs voilà, tous ces étudiants qui sont là. Ils sont là, il faut dire, Hiam, juste expliquons aux téléspectateurs qu'ils font partie de 5 pays, le Liban, l'Égypte, l'Irak, la Palestine et la Syrie. Il y a eu 13 universités membres de l'agence universitaire de la francophonie qui ont participé à cela, et 18 jurys. Donc nous avons avec nous, donc parmi les membres du jury ici présents, nous avons un Irakien. Vous êtes Irakien, Omar, et vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez fait le choix du livre de Mathias Hénard. Pourquoi lui et pas d'autres? Tout d'abord, nous avons le plaisir de participer au prix Goncourt Le Chemin de l'Orient 2012 à Beyrouth, à travers la lecture et la sélection des œuvres littéraires pittoresques. C'est une bonne occasion de rencontrer cette élite intellectuelle des universités arabes. Avant le début d'octobre, on a reçu les œuvres littéraires, on a commencé à lire, on a commencé la lecture et la sélection des œuvres littéraires. Cette activité, en fait, nous permet de pratiquer la langue française à travers la lecture et l'évaluation et le travail en équipe. Cette activité permet aux apprenants irakiens de pratiquer la langue. Je pense que... Il y a beaucoup de francophones en Irak? Malheureusement, 3 universités seulement qui enseignent le français, mais
mais je pense que cette activité... Oh, tout à fait, tout à fait. En fait, nous avons choisi le livre concernant le choix de l'Orient. Nous avons sélectionné notre œuvre, L'Enfant grec, mais à travers, ce choix est basé sur des critères et une stratégie. Justement, on va parler de tous ces critères avec les autres membres du jury. Merci beaucoup, Omar. Prenez, s'il vous plaît, si vous voulez prendre place ici. Donc, vous, c'est Bassant. Vous pouvez nous dire, vous êtes d'Égypte, de l'université Ain Shams. Approchez-vous, s'il vous plaît. Donc, racontez-nous un peu ce qui vous a plu dans La rue des voleurs de Mathias Enard et plus que dans d'autres ouvrages que vous avez lus. En fait, Mathias Enard a été le premier livre que j'ai lu. Donc, ça a été le livre qui a été lu avec plus d'attention. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est le thème et la problématique qui revêt un aspect plutôt universel parce que la cause que soulève ce livre-là, elle concerne toute la jeunesse de ma génération évidemment, et puis la narration, le style, donc ça formait un tout qui méritait de décrocher le prix. Bassant, le fait d'être côte à côte il y a quelques instants là, c'était un spectacle sublime. Vous étiez, vous, jeunes arabes, universitaires de tous ces pays-là, à côté des grands du Goncourt. Qu'est-ce que ça vous a fait personnellement, au plan personnel? Ça nous a redonné confiance en nous, ça nous a prouvé que la vie des jeunes compte pour beaucoup. Ça a innové, ça nous a donné un petit lancement vers la littérature. Ça nous encourage à lire, à renouer avec la lecture, surtout française, dans un moment où on commençait à s'intéresser de moins en moins à la lecture. Merci beaucoup, merci. Je vais recevoir maintenant une étudiante palestinienne, Maïsara. Bonsoir, vous avez bravé tous les dangers pour être avec nous ce soir. C'était difficile d'arriver au Liban? Bonsoir, je suis très contente d'être ici pour participer à ce concours. Présenter la Palestine à ce événement très important. Mais c'était bien le voyage pour arriver ici. Je pense que c'était bien. خبرينا ميسرة، أنت يعني الفكرة هيدي الجايزة كم كتاب قريتوا تقدروا توصلوا للخيار تبع اليوم؟ أول شيء كان هو 12 كتاب، بعدين صار 8. إحنا قرأنا كل 8 كتب. إنه أنا شخصياً قرأت 4 كتب من بيناتهم. إنه كتير كانت تجربة حلوة وممتعة، وإنه استفدت كتير أشياء من هاي التجربة، وإنه شيء حلو إنه نشارك بهيك شيء نشاطات وأكتيفيتي. يعني هيدا الشيء اكيد خليكم كثير تتفتحوا على ثقافه جديده وتخليكم بركي تحلموا شي نهار بركي تكتبوا كتب بالفرنسي. ايه اكيد لانها تجربه كثير حلوه نقرا انه كتب بهيك مستوى انه ثقافي، وانه ثقافه غير عن ثقافتنا، وانه استفدنا كثير وكان شيء كثير حلو وممتع. وهلا رح استضيف اخر ضيفه معنا، اخر طالبه لانه من ضيق الوقت، من لبنان، نور. Vous êtes libanaise, Nour Khadra. Racontez-nous un peu, Maya Khadra, racontez-nous un peu ce que ça fait au Liban déjà de ce prix, ce que ça vous a fait à vous et à vos amis dans les universités. C'est un peu un cri, pas seulement libanais, mais également arabe, pour dire que la francophonie, elle est toujours présente au Liban, mais pas qu'au Liban, mais au Moyen-Orient aussi. Elle est présente d'une manière assez claire, puisqu'aujourd'hui on a participé à ce choix de l'Orient, donc un choix prestigieux. On avait eu la chance d'accueillir les membres du jury Goncourt français et de participer donc aux délibérations successives. Vous vous êtes disputé, parce qu'on dit toujours que les Arabes se disputent partout, etc. Ça prouve là qu'on peut arriver à un résultat quand même, nous les Arabes. Oui, on est arrivé en fait à un résultat et c'était un débat, on ne s'est pas disputé, chacun s'est exprimé librement, il n'y avait pas des armes, c'était pas armé. C'était vraiment un échange culturel, intellectuel et un souvenir inoubliable pour moi personnellement. Merci beaucoup Maya. Donc on s'arrête avec une pause, comme a fait la remarque hier Bernard Pivot. On ne dit pas break en français mais pause. À tout à l'heure.
ساكنة لاستوديو الام تي في مباشرة من البيال، وبحب رحب بكاتبين وصحفيين لبنانية فرانكوفونية. Monsieur Michel Touma, vous êtes le bienvenu. Je sais que là, c'est votre espace aussi. Et Madame Fifi Aboudi, vous êtes la bienvenue. Vous faites partie donc de la même, si on peut dire, grande association francophone, L'Orient le Jour aussi, le Grand Journal. Je commence par Fifi, vous êtes journaliste et chroniqueuse à L'Orient le Jour. Vous êtes rédactrice en chef de l'Officiel du Levant. Vous avez écrit et publié donc vos articles dans différents livres et vous avez même écrit la biographie d'Antoinette Chahine. Et aujourd'hui vous êtes au salon parce que vous avez traduit l'œuvre de Toufi Youssef Awad dans les meules de Beyrouth. Et je voudrais juste vous poser cette question. Pourquoi vous avez été choisi pour traduire une œuvre classique littéraire en langue arabe? Alors, l'ouvrage a été traduit de l'arabe au français. Je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de faire l'inverse. Oui. Il se trouve que l'équipe de L'Orient des Livres, oui, qui est une nouvelle, enfin pas si nouvelle maison d'édition, mais en tout cas une maison d'édition très professionnelle, associée désormais à Actes Sud en France. L'Orient des Livres. L'Orient des Livres, tout ouais, à fait. Et qui a déjà publié des ouvrages d'Henri Laurent, de Samir Frenji, de Najwa Barakat. Exactement. A eu pour projet de publier en langue française de grands classiques de la littérature libanaise en arabe. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont fait appel à moi parce que vous avez déjà traduit d'autres un article dans l'Orient littéraire et que ouais, j'ai dû avoir une bonne note. Bien sûr, ça on n'en doute pas. Et donc, c'est un roman donc, classique, on le connaît, la plupart des Libanais le connaissent. Il restitue l'ambiance des années 60 à Beyrouth et surtout la radicalisation donc, des litiges politiques, sociaux et idéologiques et l'irruption aussi des fédayens palestiniens sur la scène libanaise. Donc ce sont aussi quelque part des sujets qui restent d'actualité, n'est-ce pas? Tout à fait. D'abord, je voudrais dire quelque chose sur l'ouvrage. On ne peut pas dire que c'est un roman de facture classique, c'est un roman extrêmement audacieux. Exactement. Avant-gardiste, visionnaire. Un roman, déjà au niveau de l'écriture, au niveau du ton, un roman tout à fait de son époque, un roman typique des années 60. Exactement. Un roman engagé aussi, parce qu'il essaye de... Toufi Youssef Awad, qui était ambassadeur à l'époque, avait un recul étonnant par rapport à la situation au Liban. Et c'est pour ça qu'on a pu dire de lui qu'il était un visionnaire. Exactement. Il a très bien vu l'urbanisation rapide de Beyrouth, il a très bien vu la cassure à laquelle ont dû faire face les gens des villages qui venaient chercher du travail à Beyrouth, qui étaient complètement submergés par la modernité de la ville. Il a très bien vu aussi la condition des femmes qui était déplorable, qui étaient le plus souvent... les jeunes filles n'avaient pas accès à l'éducation, n'avaient pas accès au travail. Ouais, elles étaient freinées par les mâles de la famille. Oui, en tout cas, il a soulevé des sujets qui, dans le temps, étaient vraiment très douloureux et révolutionnaires. Personne n'en parlait. Il était là à les mettre dans un roman exceptionnel aussi. Monsieur Michel Touma, donc vous êtes journaliste depuis 1976, secrétaire général de la rédaction et directeur responsable du quotidien libanais francophone L'Orient le Jour. Et vous avez travaillé aux côtés du Monseigneur Grégoire Haddad comme volontaire, et voilà au mouvement social, donc depuis le début des années 70. Et voilà que vous lui consacrez une biographie extraordinaire que vous allez signer le samedi 3 à 19h au salon. Pourquoi avez-vous voulu rendre hommage à ce grand homme? D'abord tout simplement parce qu'il le mérite. Monseigneur Haddad est une personnalité vraiment atypique qui sort du commun. Pour une raison très simple, c'est que bien qu'il était évêque, il était métropolite de Beyrouth et de Jbel, qui est une fonction très importante, assez prestigieuse, oui, assez précieuse et importante sur le plan pratique.
Et malgré sa fonction, il a refusé de se laisser engluer dans une vie mondaine, dans les activités mondaines et de relations comme ça. Les autres. Et il a consacré tout son temps libre, toute son énergie, tout son potentiel, toutes ses capacités à l'action sociale. Mais l'action sociale, et c'est là toute la différence réside sur ce point, l'action sociale perçue sous l'angle du développement global, ce qu'on appelle le développement global et intégré, Oui. et sous l'angle de l'épanouissement de l'individu. Et c'est un point fondamental. Et cette action, pour mener à bien cette action sociale, il a réussi pendant près d'1 an et demi, pendant presque 15 ans, à mobiliser des jeunes, des étudiants universitaires, des élèves et des gens de la société civile pour mener cette action sociale. C'est-à-dire, il n'a plus voulu rester juste surveillé de sa haute chaise, de là où il était, comme le font beaucoup, et il est parti vers les autres pour aider les autres dans la société. Oui, mais pour aider les autres, pas dans un esprit uniquement caritatif, charitable, mais dans un esprit vraiment de développement et d'épanouissement de l'individu. Et c'est là où son action reste aujourd'hui d'actualité. Parce que dans la mesure où on redonne à l'individu ce à quoi nous assistons actuellement dans le monde arabe, a pour but de redonner à l'individu, à l'homme, une place dans la société. Bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'il faisait. En tout cas, votre livre raconte très bien l'histoire du grand Grégoire Haddad. Je vous remercie pour votre présence avec nous au salon, ainsi que Fifi Aboudib, et bonne chance pour votre signature. Merci. À toi, Elsa. L'envers et l'endroit d'Internet et des réseaux sociaux, tel est le titre de la conférence qui vient de se dérouler entre Alain Ménargue et Yves Quijano-González. Nous avons avec nous également Alain Ménargue. Vous connaissez en tout, Monsieur Ménargue. Vous avez parlé il y a quelques instants de votre ouvrage. Là, on va parler du numérique. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui l'emporte? C'est l'envers ou l'endroit? Vous savez, dans le numérique, c'est un très bel outil qui vous permet une information, mais 7 secondes pour faire le tour de la Terre. Donc, vous pouvez être partout dans le monde. Il se passe quelque chose en Chine, vous pouvez aller voir la télévision chinoise, si vous comprenez le chinois, et puis savoir ce qui se passe. Le problème, c'est que tout le monde peut aller écrire sur Internet ou dire quelque chose. Mais très souvent, il y a des gens qui sont en toute bonne foi, qui disent des bêtises ou des choses fausses, et il y en a qui manipulent. Et donc, il faut faire très très attention. Donc, c'est la manipulation qui est vraiment la menace sur les réseaux sociaux et sur Internet. Il y a la menace. Vous savez, si tous les deux on assiste à un accident, on ne va pas voir la même chose. Donc, les gens peuvent témoigner, mais il faut être très prudent. Et le conseil que je pourrais donner étant utilisateur d'Internet, c'est de toujours vérifier, voir d'autres personnes au même endroit, savoir ce qu'elles disent et comment elles le disent. Alain Ménargue, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes écrivain, vous êtes également ancien directeur d'info à RFI. En fait, en ce qui concerne le journalisme d'investigation, à quel point Internet aide et n'aide pas? Comment vous faites? Donnez-nous un exemple. Donc. Écoutez, tout ce qui est actualité immédiate, c'est zéro. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, Internet vous permet d'aller voir des archives. L'archive de la SCIA, on peut trouver des tas de choses. Vous avez des archives de bibliothèques, vous avez des livres, vous avez des gens qui ont fait des rapports. Ça, c'est intéressant. Donc, il faut savoir bien choisir ce qu'on veut. Vous parliez de menaces il y a quelques instants en ce qui concerne la manipulation, mais il y a un autre genre de menace avec le numérique, avec Internet, dont a parlé hier Madame Edmonde Charleroux et d'autres membres de l'Académie Goncourt, qui est la menace du numérique face au livre. Qu'adviendrait-il du prix Goncourt si le livre disparaîtrait? Est-ce que cette menace-là est vraiment sérieuse? Écoutez, je crois que le prix Goncourt doit évoluer. Maintenant, il faut passer à... C'est pas parce qu'on a, comment dirais-je, créé des voitures qu'il faut continuer à marcher à pied. Il faut s'adapter à son temps. Le livre numérique est une réalité, on ne peut pas passer à côté. Alors bon, peut-être que le prix Goncourt donnera son prix à un e-book, comme on dit, qui ne sera pas publié papier. C'est dommage. Moi, ce qui me concerne, j'adore le toucher, l'odeur de l'encre, la relure en cuir et autres. Mais bon, il y a des choses qui disparaissent.
Vous avez raison, mais j'espère que le livre fera long feu en tout cas, parce que L'histoire humaine fera long feu. Depuis que l'homme des cavernes, on a toujours raconté des histoires, ce qu'a fait le voisin. Regardez dans un immeuble, on est toujours à regarder ce que font les autres pour pouvoir le raconter. C'est la parole. Le Liban est un domaine où le vocable, la parole marche. En Afrique, c'est le griot assis sous le baobab qui racontait... le sage du village. Exactement. Et pourquoi on ne va pas abandonner la parole? Parce qu'il y a Internet. Internet est un outil, il faut savoir s'en servir. C'est une grande polémique. En tout cas, merci beaucoup Alain Ménargue pour tous ces détails. Merci de m'avoir invité. Merci. كارين لك الهواء. مشاهدينا الكرام بعد مقابلات مهمة جدا ولكن من بعد هالبريك الإعلاني. مشاهدينا الكرام قبل ما انتقل لضيفتي باستوديو الام تي في مباشرة من بيال رح ننتقل للكويز مع الفا. شو عرفنا شو. Donc nous sommes toujours en direct du Biel. Avec moi j'ai une nuée d'enfants, en fait parce que le salon du livre ce n'est pas seulement des livres, des conférences, c'est aussi des jeux qui sont faits en français. L'exemple concret est toute une école qui a fait beaucoup de jeux sur plusieurs thèmes dont la sécurité. Avec moi à gauche et à droite donc des enfants qui ont fait un thème, un jeu sur la sécurité, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, tu es en 11e, n'est-ce pas? Et tu as fait un jeu sur quel genre de sécurité? La sécurité routière, domestique et scolaire. Sécurité routière, domestique et scolaire. Bon, et c'est vous qui avez inventé, conçu le jeu? Oui. C'est quoi ce jeu? Un jeu de loto. D'accord, explique-le-moi. Alors, chaque joueur a une planche. Donc on voit que les enfants ont apporté avec eux leurs planches et leurs jeux. Et nous avons également avec nous, oui. Alors, 2 pochettes. Mais rapidement, donc vous avez fait ces jeux-là, ce qu'on voit là, Nour, c'est que Sarah, tu as... Nous-mêmes. Ce sont des photos de vous? Oui. D'accord, on vous voit en train de jouer avec la machine à laver, de faire des bêtises, de jouer avec le feu. C'est pour montrer quoi ce jeu? C'est pour mieux connaître les dangers. D'accord, excellent.